La liberté d'expression, c'est connu, est l'un des attributs de la démocratie. Or, comment peut-on l'exercer en muselant la parole libre, la vie contradictoire, l'opposition? À l'heure où le monde observe incrédule un pays bafouant les lois des droits de l'homme qu'il a lui-même ratifiées, s'attirant la désapprobation d'une administration Biden qui roule des yeux vers le ciel, 16 patrons de presse de 14 pays différents et dont un prix Nobel de la paix appellent au respect de la liberté de la presse et à la libération de Ihsan al-Qadi. Et alors que le Qadi Ihsan, journaliste, se retrouve pris en otage dans ce que son collectif d'avocats qualifie de procès politique, un procès de la presse où la présomption d'innocence est malmenée et où les procédures ont été bâclées. On va jusqu'à déterrer des lois sur le financement de l'ère de Boumedienne via la fameuse loi 77.3, car c'est bien cela ce que la justice reproche à Qadi Ihsan, et ce, à l'ère de la crypto-monnaie et de la AI. Une pensée solidaire à Rahim Attaf, 16 ans, et à bien d'autres emprisonnés pour avoir osé un autre son de cloche. Et pourtant, qui va sauver le jeu électoral quand les sirènes d'Al-Mouradia vont retentir, et elles vont retentir? Comment le président Tebboune, pourtant rompu aux pratiques du pouvoir, se laisse-t-il piéger, lui en quête de légitimité, qui ne peut venir que arracher à une opposition, si ce n'est réelle, du moins structurée? Et gare à vous d'espérer un arc-en-ciel dans cette grisaille, il est confisqué pour distraire une foule qu'on pense à ce point dupe. N'a-t-on rien appris du Hirak? En somme, comment dans une nation peut-on gérer les pressions sans des sas de décompression à défaut d'un véritable débat ouvert, authentique, sincère, avec de bonnes intentions? À qui profite réellement cette situation dangereuse? Lecture et diagnostic avec Amira Bouraoui, Saïd Boudour et Dr Saïd Sadi, invité du CPP. Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons comme tous les mercredis pour votre rendez-vous du Café Presse politique dans des circonstances spéciales. Les locaux de la radio sont toujours sous scellé. Le directeur de la radio en mandat de dépôt. Nous avons appris via les avocats qu'on sera fixé sur son sort, qui sera présenté devant le procureur le 18 janvier prochain. Spéciale et cette soirée est spéciale et tout autant notre invité qui nous a donné le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Monsieur Saïd Sadi n'est pas à présenter. Merci infiniment, Monsieur Saïd Sadi, d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité, puis c'est un devoir dans la conjoncture que vous traversez. Merci infiniment. Ainsi, pour nous accompagner, il y a également le journaliste qui n'est pas présenté également, Saïd Boudour. Shukran jazilan, Saïd Boudour, d'être avec nous. Shukran ala ad-da'wa. Shukran. Nous allons passer directement aux questions à Monsieur Sadi qui pourra nous éclairer dans cette situation assez difficile que nous vivons. Monsieur Saïd Sadi, tout d'abord, comment avez-vous vécu l'emprisonnement de Ihsan al-Qadi et la mise sous scellé des locaux de Radio M et de Maghreb émergent? Avec beaucoup de colère, même si la vérité, on s'y attendait un peu. On suit la répression générale qui s'abat sur la presse depuis maintenant 3 ans. Et malheureusement, Radio M n'a pas échappé à ce rouleau compresseur. Et donc, c'était à la fois attendu, mais le fait que ce soit attendu n'empêche pas la révolte d'être grande et vive. Cela étant dit, je connais le Qadi Ihsan depuis maintenant une 40aine d'années. Il s'attendait à ce que son engagement et son refus de soumission ne soient pas du goût des dirigeants. Il a connu la prison au moment où peu de gens osaient braver les interdits. Je sais qu'il résistera. Cela étant dit, la prison est toujours une épreuve, mais c'est aussi un moment où la résilience peut s'aiguiser. Donc, je sais que sa famille est légitimement inquiète, mais je sais qu'il résistera. Et en même temps, je lui transmets mon soutien absolu, mais ça, il le sait, mais aussi ma profonde amitié. Et ce sera probablement transmis via le collectif des avocats et également Safi Tinhinen. Que révèle selon vous, Monsieur Sadi, la manière dont il a été arrêté, d'autant que quelques jours plus tôt, il avait évoqué justement les enjeux d'un deuxième mandat et du rôle de l'armée? Alors, il y a 2 éléments, à mon avis, importants qui sont révélés par l'arrestation de Qadi Ihsan, mais qui étaient en fait latents
dans la manière dont est gérée la vie politique algérienne, c'est la volonté de réduire au silence toute voix discordance. C'est un choix. Je pense avoir compris que le modèle qui inspire actuellement les dirigeants algériens, c'est le modèle turc, c'est-à-dire l'autoritarisme matiné d'une surenchère religieuse avec comme caisse noire le Qatar, donc algérien. Donc, c'est une stratégie qui est mûrement réfléchie et la manière dont a été arrêté le Qadi Hassan est destinée aussi à terroriser tous ceux qui seraient tentés d'avoir une voie libre dans leur pays. Je ne vois pas pourquoi on l'aurait arrêté nuitamment alors qu'il a toujours répondu aux convocations qu'il a reçues depuis maintenant bientôt 3 ans. Donc, cette arrestation est aussi une mise en scène. Exactement d'ailleurs comme le sont les interdictions de sortie du territoire national lorsque des émigrés reviennent et on envoie à travers ces interdictions des messages à la diaspora pour qu'elle ne se mobilise pas sur la scène internationale. Donc, il y a la forme et le fond. Le fond, c'est la volonté de réduire au silence définitivement toute voix citoyenne insoumise. La forme, c'est d'induire la terreur dans la société algérienne, ce que pour moi, je crois être vain par ailleurs. Merci. Dans un de vos écrits, vous notiez que le régime est tenté par un retour au passé ou vers le passé, à l'époque donc du parti unique, et que nous serions peut-être amenés à regretter l'ère Bouteflika. Sommes-nous, selon vous, dans cette situation aujourd'hui? Alors, je sais que lorsque j'avais produit ce papier, beaucoup de gens avaient été un peu irrités, pour ne pas dire plus. Mais on peut tout dire de Bouteflika et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais le fait est qu'il réagissait malgré tout de manière politique, même en ayant mis en coupe à régler le pays sur le plan de la corruption son temps. Là, nous sommes devant une situation où des dirigeants, à mon avis, ont peur. C'est des dirigeants qui ont vieilli, c'est des dirigeants qui n'ont plus la forme pour suivre les affaires de l'État, pour répondre avec pertinence et une relative adaptation à la situation nationale et internationale du pays. Donc, nous ne voulons pas lâcher le pouvoir. Ils s'y agrippent et comme ils n'ont pas les moyens, ni d'ailleurs les expertises pour y faire face, ils se réfugient dans la violence. La violence induit la panique et la panique, évidemment, mène à des décisions qui ne sont pas toujours les plus adaptées. Donc, nous sommes dans des situations effectivement assez inquiétantes dans la vie nationale algérienne aujourd'hui. Mon ami Saïd Boudour va sûrement vouloir vous poser également quelques questions. Donc, avant de revenir vers vous, je lui passe la main. Saïd, à toi. شكرا. في نفس الموضوع ونفس السياق، دكتور سعيد سعدي، هيئة الدفاع الصحفي إحسان القاضي كانت نشطت ندوة صحفية. في جزء من مضمون هذه الندوة تكلمت على خلفيات المتابعة القضائية للصحفي إحسان، وقالت على أنه فيه خلفية سياسية ومغلف الملف الإحسان مغلف بغلاف قضائي. الخلفية السياسية بالنسبة لهيئة الدفاع تقول على أنه ترجع إلى كتاباته الصحفية. أولا للمقال الذي أثار جدلا وأعتقد على أنك قرأته حول موضوع العهدة الثانية وعلاقة الجيش الجزائري ووزارة الدفاع بالرئاسة في هذا الموضوع، في هذا المشروع السياسي، وطرح استفهامات وأسئلة ورؤية صحفية للوضع السياسي في الجزائر. الكتابة الثانية اللي حركت المتابعة هو التويتر اللي كتبه الزميل إحسان، وإن تطرق إلى موضوع الأموال، استرجاع الأموال المنهوبة، وقال على أنه تعليقا على تصريحات الرئيس تبون على أنه استرجاع 20 مليار أمر ربما بحاجة إلى مراجعة. الآن حبيت نعلق نسمع منك تعليق على موضوع العهدة الثانية أولا للرئيس عبد المجيد تبون. ما هو دور الجيش، إذا كان فيه فعلا دور أو رؤية بالنسبة لك أو لا. وموضوع الثاني هو موضوع استرجاع الأموال المنهوبة. هل تعتقد على أن الرئيس تبون قادر على استرجاع هذه الأموال، والرقم الذي قدمه 20 مليار ودافع عنه وزير العدل في البرلمان رقم صحيح ولا يقبل التشكيك؟
اولا بالنسبه للقضيه تاع العهده الثانيه، انا رايي على حساب التسيير السياسي اللي رانا نشوفوا فيه اليوم، ما شكيت باللي عبد المجيد تبون يجبد روحه طبقه سياسيه. ثانيا بالنسبه للقضيه تاع الاموال اللي هضر عليها القاضي في التويت، هذا الراي بوطني. الصحفي عطى معلومات، قال انتم قلتونا باللي رجعتوا 20 مليار دولار. انا ما شكيتش باللي هذا الشيء يكون صحيح. جاوبوا قولوا باللي احنا عندنا ديله. هذا صحفي يحسن القاضي، صحفي، اعطي له وثائق، اعطي له ادله باللي الشيء اللي المعلومات اللي عطيتها حقيقه. مش مقبول باللي يعني كلمه كما هذه تدي صحفي مدير تاع مؤسسه صحفيه للسجن. يعني انا كي تبعت الندوه الصحفيه تاع المحاميين، الشيء اللي فهمته باللي ملف فارغ. قال سمعنا باللي ربما كان اموال جاوا من الخارج. حتى مؤسسه تاع الدوله الجزائريه عندها حلقات مع الاتحاد الاوروبي، راهم يمولوا في مؤسسه تاع الدوله يعني، واستناو اليوم باش شافوا باللي كانوا لما احنا كمواطنين، احنا كمناضلين ما ندخلوش في هذا الدعايات. القاضي يحسن صحفي صحفي حر، واجب عليه حقه، واجب عليه ان يهضر على الساحه السياسيه الجزائريه ويعطي رايه بكل حريه. صحيح، لكن بالنسبه لموقف الشخصي، بالنسبه لقضيه تاع الجيش، انا ما شكيت باللي شخص عبد المجيد بن ولا واحد اخر يقدم نفسه اذا ما عندوش وراه الجيش. قال له علاش هضرت على الجيش؟ القاضي يحسن ما هضرش على الجيش. الجيش راه يوميا رانا نشوفوا باللي سعيد شنقريحه في الصحافه، سعيد شنقريحه يعمل سياسيا. الصحفي يتبع نشاطات تاع مسؤول عسكري ولا مدني، هذا شيء ما يهمش. اذا ما تقدرش تسير تعطي قرار سياسي للرئاسه ولا المؤسسه العسكريه وتقول الصحفي ما يهضرش على هذا الشيء. لو كان الجيش الشعبي الوطني يجبد روحهم طبقه سياسيه، وهذا احنا طالبين منذ سنين، حتى واحد ما يهضرش عليهم. من جهه راهم في الطبقه السياسيه، من جهه راهم يسيروا في مؤسسه الدوله، ومن جهه اخرى يقول له علاش هضرتوا علينا. صحيح. في نفس السياق كان إحسان القاضي دار حصتين تقريبا في برامج إذاعة راديو آم، وين طرق إلى موضوع مرشح توافقي للحراك. في نفس السياق ما دام نتكلموا على الانتخابات، هل تعتقد على أنه فيه بدائل حقيقية، بدائل ديمقراطية لمواجهة العهدة الثانية في حالة ما إذا فعلا تقدم الرئيس تبون لعهدة ثانية كما قلت أنه سيكون مسنود من الجيش؟ فبالتالي هل تعتقد بأن المغامرة بالمشاركة في هذه الانتخابات بمرشح توافق إلى المعارضة أو للحراك سيكون أحد الأساليب للخروج من ما يسمى بالأزمة السياسية في الجزائر؟ نقول لك أنا بكل صراحة مش باللي ممكن يكون حل في إطار مؤسسة الجزائرية. كل حزب سياسي، كل مسؤول سياسي جزائري حاول يعمل في إطار المؤسسات. أنا كنت الرئيس تاع حزب سياسي، دخلنا في الحكومة بشروط على كل حال عمومية إلى آخره، ولكن الحراك اللي ناض في 2019 دليل باللي داخل في إطار النظام السياسي اللي شد السلطة من 62. مستحيل تكون يعني تطور ولا يكون قرار جديد ولا يكون حل الأزمة الجزائرية. أنا ما نهضرش على الأزمة الجزائرية، نقول مأزق جزائري.
بمعنى إذا فهمت من كلامك على أنه الحراك لن يكون حل لمخرج للمأزق السياسي في الجزائر. لا أنا قلتها كتبتها وأريد نكرر على هذا الشيء. شحال من مناظرة، شحال من مسؤول حاول يغير تدريجيا الأشياء داخل المؤسسة الجزائرية، داخل المؤسسات الرسمية. كلنا فشلنا. هذا الشيء ما يهمش يعني الشخص ولا حزب سياسي، كلنا مسؤولين على الأزمة اللي راهي تحت الجزائر. إذن لازم نكونوا واعيين، لازم نكونوا وطنيين، لازم نكونوا مسؤولين باش نحطوا الأسباب تاع الأزمة الجزائرية نهضروا عليها في بكل شفافية، بكل الرأي مسؤول. إذا حبينا حقيقة نصيبوا حل لازم نشوفوا ما هو وراهم الأسباب تاع الأزمة الجزائرية حقيقة. واش قال الحراك الجزائري؟ قال بالعربية، سمعت أنا يتنحوا كاع. en فرنسي قالوا ديغاج، بالأمازيغية قال أن يغلو ذابو. يعني معناتها لازم تكون قطيعة جذرية. وحتى في الشارع سمع الناس، بعض الناس تقول، واحد يقول لك لو كان نجيبوا مسؤول فلان ربما يصيبنا حل، واحد يقول لو كان نغيروا الحكومة ربما نخرجوا من الأزمة الجزائرية. أنا ما شكيتش. الأزمة أزمة النظام، والأسباب تطلع حتى النهار الأول تاع الاستقلال. C'est une question de système. Justement, Monsieur Saadi, j'ai une question à vous poser. بما أننا نتكلم عن الحراك, vous avez beaucoup écrit vous-même sur le Hirak. Peut-on parler aujourd'hui de son échec? Dans les faits, il n'a pas abouti. C'est un mouvement citoyen qui n'a pas d'équivalent dans le Sud. Dans l'histoire post-coloniale, je n'ai pas de souvenir d'un mouvement aussi massif, aussi déterminé, pacifique, qui a résisté à la répression, aux provocations, parce qu'avant, ils ont essayé la répression, ils ont essayé la division, ils ont essayé d'opposer les porteurs de l'emblème amazigh aux autres, etc. Il y a une maturité politique exemplaire. Malheureusement, cette mobilisation inédite, qui restera dans l'histoire comme un acte de pédagogie citoyenne majeure, n'a pas connu d'aboutissement. Et là, ce sont les élites algériennes qui n'ont pas été à la hauteur d'un moment historique particulièrement fécond. On n'a pas su transformer l'essai, on n'a pas su donner une suite à cet engagement citoyen. Le citoyen, moi je ne suis pas populiste, mais le citoyen, il a fait ce qu'il avait à faire. Chaque vendredi, le citoyen sortait, homme, femme, quelquefois en famille, pour apporter les bombes lacrymogènes, en prenant le risque de se faire arrêter. Il revenait le vendredi suivant, mais il appartenait aux élites algériennes de donner du sens à cette exigence de rupture. Et nous ne l'avons pas fait parce que les uns et les autres, les élites sont malheureusement aussi clientélisées, chacun pensant que si son clan ou là son tuteur revenait aux affaires, les choses iraient mieux, peut-être même qu'il y aurait une solution fondamentale. C'est ce que je disais à votre collègue précédemment. Ce n'est pas une question de gouvernement, ce n'est pas une question de réforme interne au système. L'idée que posait l'insurrection citoyenne de février 2019, c'était pour une fois, remettant toutes les choses à plat. Quelle société sommes-nous? Comment devons-nous organiser la cité algérienne? Autour de quelles valeurs et principes? Et comment le faire? Quelle nation voulons-nous construire? Et quelles institutions devons-nous mettre en place pour répondre à la réalité historique, sociologique de notre pays? Cette question n'a jamais été posée. Et tant qu'on n'a pas posé cette question, tant qu'on n'a pas répondu à ces questions qui ne sont pas du registre d'un parti politique, mais qui sont du registre des citoyens, je crois malheureusement que tous les soulèvements, et il y en a eu et il y en aura, risquent de connaître le même sort. Donc oui, le Hirak a été un moment exceptionnel dans l'histoire politique de l'Algérie, mais force est de constater qu'il n'a pas abouti
Il n'y a pas eu la réponse qu'attendait la rue. Avant de redonner encore la main à mon ami Saïd Boudour, j'ai encore deux questions à vous poser. Certains parlent d'absence de compétences dans le système afin d'envisager une perspective d'ouverture. Donc, est-ce que c'est votre avis? Et comment expliquez-vous aujourd'hui tout ce silence de l'élite face à la régression terrifiante des libertés? Alors, pour ce qui est du premier point que vous soulevez, est-ce qu'il y a possibilité de lancer une réflexion à l'intérieur du système? Je crois que non. Je crois que non, parce que, si c'était le cas, on l'aurait su à un moment ou à un autre depuis l'indépendance. Deuxièmement, le fait que des différentes tentatives d'essayer d'apporter du débat, de la réflexion en composant à l'intérieur du système n'est jamais abouti, il y a une raison. Et aujourd'hui, le silence des élites s'explique, à mon avis, par deux raisons essentielles. La première, c'est l'absence de débat public. Pour qu'il y ait expression pertinente qui apporte du sens et éventuellement des avis, quitte à ce qu'ils soient différents dans un premier temps avant de dégager un consensus, il faut que la vie nationale permette cela. Ce n'est pas le cas et c'est encore moins le cas depuis 2020 à ce jour. La deuxième raison, c'est que je le disais tout à l'heure, malheureusement, la majorité des élites algériennes sont des élites clientélisées. Pendant la dynamique du Hirak, le peuple demandait un changement radical et lorsqu'il y avait des voix qui s'élevaient pour dire il faut peut-être essayer d'organiser, de structurer tout ça, pas au sens partisan, mais pour donner du sens, construire une alternative, beaucoup de gens disaient non, pas d'organisation, il ne faut surtout pas. Le pouvoir a joué la montre, il savait ce qu'il faisait, il laissait les gens courir chaque vendredi et toute dynamique qui n'est pas incarnée, qui n'est pas rationalisée, qui n'est pas mise en forme est vouée malheureusement à l'échec. Et beaucoup d'élites, y compris celles d'ailleurs qui se revendiquaient du Hirak, on ne voit pas d'ailleurs pourquoi est-ce que certains se sont décrétés autoproclamés porte-parole ou responsables, se poser soit en relais d'un clan du système à l'intérieur du Hirak, soit éventuellement pour les plus audacieux, comme tuteur d'une dynamique populaire qui demandait d'abord à ce que les vraies questions de l'Algérie qui n'ont pas été traitées depuis l'indépendance, la question de la nation, la question des fondamentaux démocratiques, la question du droit, la question des libertés citoyennes soient traitées. Tant qu'on n'a pas fixé un périmètre, défini un périmètre dans lequel la compétition politique doit s'organiser, je crains que le mécontentement qui ira en s'aggravant et les mobilisations qui peuvent être massives, qui risquent, je ne le souhaite pas, mais qui risquent d'être violentes, connaîtront des avortements successifs. Je le crains beaucoup. C'est une réalité de l'histoire politique algérienne actuelle. Nos élites aussi, et c'est un élément de l'absence de construction de la solution à la crise nationale, sont pour une grande partie réduites à l'exil. Soit elles sont réduites au silence, soit elles sont clientélisées, soit elles sont poussées à l'exil. Évidemment, lorsque vous enlevez la substance humaine capable de donner un prolongement organisé à un mécontentement citoyen, vous créez les conditions de l'échec. D'accord, je repasse la main à Monsieur Saïd Boudour pour faire profiter. En fait, on voit que vous êtes un parfait trilingue, si c'est pas plus, aussi à l'aise dans la langue française que dans la langue arabe. On va faire profiter nos auditeurs arabophones. À toi, Saïd. شكرا. في نفس السياق ونفس المواضيع، لأن الأمر يتعلق بمأزق سياسي كما سميته ووصفته، والمأزق السياسي مرتبط كذلك بموضوع الحريات. فيه صحفي في السجن، فيه مواقع تم غلقها وتم تشميعها. والأخطر من هذا بحسب مراقبين على أنه حتى المضايقات الآن، الحديث عن موضوع المضايقات في الجزائر تراجع كثيرا. لم نعد نسمع حتى وسائل الإعلام تتحدث مثلا عن سجن الصحفي إحسان. التعاطي الداخلي
مع سجن إحسان وغلق مؤسسات صحفية إعلامية ليس له صدى. لكن سمعنا على مستوى الدولي صدى كبير كبير جدا، لكن بالتحديد صدى في فرنسا كانت فيه تداعيات حول غلق مقر إذاعة راديو آم ومغرب إمرجون وسجن الصحفي إحسان. فقرأنا منذ أيام تقرير لاذع جدا لجريدة لو موند، بعدها سمعنا إلى المساهمة تاع السفير الفرنسي السابق إكزافي الذي كتب وصف للوضعية الحالية في الجزائر وتطرق إلى موضوع الحريات. فبالنسبة ليك هل تعتقد على أن العلاقات، لأن الأمور ربما تبدو متداخلة جدا، موضوع العهدة الثانية، التقارب الجزائري الفرنسي، الحريات الديمقراطية، حتى ما فيش رد بالنسبة للكتابات نتاع السفير. سمعنا فقط جريدة الخبر ردت ووصفته بفحيح الأفاعي، وقالت دافعت في مكان السلطة وقالت أنه سيكون هذا التقارب ما بين الجزائر وفرنسا أزعج الكثير والتقارب سيتواصل، وهذا كان أعلن عنه تبون الرئيس تبون على أنه سيزور فرنسا. هل تعتقد على أنه سيكون هناك تأثير إلى حد بعيد موضوع الحريات سيخلط الأوراق التقارب الفرنسي الجزائري؟ هل صحيح ستكون باريس محطة دعم لمشروع العهدة الثانية وبقاء وضع الحرية الديمقراطية في الجزائر على حالها، أم ستكون هناك سيناريوهات أخرى في ظل حديث عن تقارب لسلطة، تقارب جزائري روسي وسط تحفظات أمريكية وفرنسية؟ أنا رأيي فيه تغيير قيل في العلاقات بين الجزائر وفرنسا. في الأول نهار وصل ماكرون كيقدم روحه كيرشح روحه للرئاسيات جا الجزائر ولا شفيت قال الاستعمار جريمة. استنى باللي روتور داسونسور، استنى باللي رد الفعل من طرف الجزائريين باش يخرجوا من التلاعبات على القضيه هذه تاع الاستعمار كلمه زوج. كي تصبح السلطه الجزائريه في امام الصعوبات الداخليه دير مناورات سواء ضد المغرب او ضد فرنسا، بروفوكاسيون بيرمانونت. نهار وصل للرئاسه ماكرون قال انا ننتمي لجيل جديد، ماذا بيا نأسسوا علاقات جديده باش نبنيو مستقبل اللي يخدم في مصلحه البلدين. انا رايي مادام الجزائر تبقى في النظام غير ديمقراطي، المسؤولين الجزائريين ما يطلقوش التلاعبات هذه مع المغرب او مع فرنسا. C'est des invariants de la provocation et de la diversion. بعد هذا الشيء ولا شفيت ماكرون دار عرض بعض مواطنين دي بيناسيونو وقال النظام الجزائري نظام عسكري سياسي خايف من الحراك ويعني طاح عليهم كما يقولوا بالدرجه. وقعت ازمه سياسيه. بعد هذا الشيء لو باترونا فرنسي يعني السلطات الاقتصاديه الفرنسيه قالوا له واش داك. اذا ارجع على كلامه، جا الجزائر قال حنا نهائيا ما نزيدوش نهضروا على السياسه الجزائريه. ولا تبعت الولايات المتحده هضرت على القضيه حسن، الاتحاد الاوروبي هضر على القضيه حسن، الديبارتمون ديتا يعني وزاره الخارجيه تاع امريكان هضرت على لو كي دورسي يعني وزاره الخارجيه الفرنسيه اللي لحد الان سكتت. هضروا و يعني باش ما يسكتوش نهائيا امام جريمه كما هذه. نطق دريونكور نعرفوا يعني نعرفوا من زمان كي كان السفير في الجزائر نعرفوا باش يعطي كلمه اللي تهضر للراي العام الفرنسي باللي حنا ثاني ما سكتناش
امام السيطره هذه اللي راهي اللي طاحت على مواطنين بصفه عامه وصحفيين بصفه خاصه. يعني ولكن انا كدوله ما شكيتش باللي الدوله الفرنسيه تدخل في السياسه الجزائريه ولا تهضر على مشاكل اللي تمر في الطبقه السياسيه الجزائريه. سي ان شوا لوين يعني يدي هذا الموقف ما على باليش ولكن لحد الان السلطه الفرنسيه خذت قرار. احنا عندنا علاقات اقتصاديه تجاريه مع الجزائر فقط. Justement, Monsieur Sadi, l'absence de réaction de ces chancelleries. Monsieur Sadi, القضيه تاع الحريه ولا تاع استعمال العداله كوسيله ضد الديمقراطيين ça ne va pas constituer un sujet de préoccupation chez les Français pour l'instant. Monsieur Sadi, justement, l'absence de réaction de certaines chancelleries, car certains médias ont quand même pointé du doigt le silence de certaines chancelleries. Est-ce que justement, ce n'est pas la guerre aujourd'hui en Ukraine et cette nécessité de faire attention aux pays dont on dépend par rapport au gaz et aux hydrocarbures? Est-ce que c'est pas ça plutôt qui expliquerait ce silence? Ça joue, mais pas uniquement. D'abord, d'une manière générale, le gaz algérien, contrairement à ce qu'on dit, il ne pèse pas trop sur l'Europe. Il va vers l'Italie, pour l'essentiel. Bon, l'Italie ne va pas parler, c'est clair. Mais ce qui crée effectivement une espèce de halo général, c'est que les abus d'autorité des régimes despotiques, que ce soit en Algérie ou là ailleurs, passent au second plan par rapport à la gravité que provoque la crise, l'évasion de l'Ukraine. C'est une question de priorité, mais ce n'est pas le chantage au gaz algérien sur l'Europe qui provoque ce silence. D'une manière générale, tous les problèmes du Sud deviennent secondaires par rapport au problème que soulève la crise ukrainienne. C'est un problème géopolitique, c'est un problème civilisationnel, c'est un problème entre l'Est et l'Ouest, c'est presque le retour à la guerre froide. Donc, du point de vue des réflexions géopolitiques des grands pays, les autres problèmes sont secondaires. Mais dans le cas français, je reviens sur la question que posait votre confrère Saïd, le fait que Xavier Driancourt, que je connais très bien, se soit exprimé, et j'ai vu encore que ça a soulevé plein de politiques, je vais encore me faire quelques amitiés. On peut l'accuser de tout, c'est d'être hostile au peuple algérien. Vraiment, je le connais. Il est profondément attristé, affligé par le fait que un pays qu'il connaît bien, il a fait 2 mandats en Algérie, donc il connaît très bien le pays, ne valorise pas les potentialités humaines ou naturelles dont il dispose. Maintenant, il défend les intérêts de son pays, c'est bien le moins que peut faire un ambassadeur. Mais l'accuser de nostalgie néocolonialiste, etc., c'est reprendre les slogans des années 70 qui malheureusement n'ont plus cours. إذا سمحت لي الزميلة نفهم الكلام تاع الدكتور سعيد سعدي على أنه فرنسا هي التي عادت إلى الحضن الجزائري وليس العكس. هذا هو القصد. لا، فرنسا قالت حبيتوا تلعبوا بالتاريخ، احنا ماذا بينا نخرجوا من الأزمة هذه. التاريخ هو تاريخ، نخليوها الجماعيين المؤرخين إلى آخره. كدولة كل واحد منا كسلطة رسمية، كل واحد منا عنده ملفات، عندنا واش نديروا كيف عندنا تنمية تاع المجتمع الجزائري أو المجتمع الفرنسي. ماذا بينا نخرجوا من المنورات هذو تاع التاريخ. أنا رأيي ما شكيتش باللي المسؤولين الجزائريين يخليوا هذا العناصر
مادام مازال الجزائر ما دخلت في النظام الديمقراطي، هذه المناورات حول حرب التحرير ولا النظام الاستعماري يرجع كل مرة النظام الجزائري يوصل لمرحلة ولا يكون أمام صعوبات داخلية. فرنسا حاليا قالت حبيتوا نبقى كدولة اللي تأسس علاقات اقتصادية فقط، طيب مرحبا، ولكن سياسيا يظهر لي أنا باللي السلطة الفرنسية لا تورني لاباج كما يقولوا الفرنسيين لحد الآن. لكن في الجانب السياسي ربما فهمت من كلامك على أن التراجع عن تراجع الموقف الفرنسي عن موقفه كان لدوافع اقتصادية بحتة، لكن في خلافات كثيرة ما بين باريس والجزائر حول الملفات السياسية، على رأسها التقارب الجزائري الروسي، على رأسها مجموعة فاغنر في مالي، الملف الليبي، ملف الصحراء الغربية. فخاصة أنه الشيء اللي يعزز على أنه ربما نقول على أنه هذا التوافق لست أدري إذا كنت تعتبر على أنه توافق ظرفي في مدة حول الأزمة حول المحروقات والغاز، أم أنه ستكون هذه الأزمة ستظهر، لأنه مؤشرات كثيرة تقول على أنه لا يوجد توافق كبير لغاية الساعة ما بين المشهد غير واضح ما بين الجزائر وباريس. بالنسبة لورقة الغاز ربما بدأت تأثيرها يتلاشى على اعتبار على أن أسعار الغاز وأسعار البترول بدأت تتهاوى في السوق العالمية. فيه مؤشرات حول ضغط أمريكي، والموقف الفرنسي لن يخرج عن هذا السياق. فيه عداء رسمي معلن حول القضية الفلسطينية بالنسبة للموقف الجزائري وموقف الجامعة العربية، فبالتالي فيه الكثير من القضايا السياسية والإقليمية والاستراتيجية اللي نقولوا على أنه بين باريس والجزائر ليس هناك توافق أصلا في هذه الرؤى. فالورقة الاقتصادية ربما لست أدري إن كنت تعتبر، وهذا سؤالي لك، هل تعتقد على أن هذه الورقة الاقتصادية ستلعب دور على الأقل لغاية انتخابات نتاع ديسمبر 24، أم زيارة الرئيس تبون ستحل الشق الثاني من العلاقات اللي هو الشق السياسي بعد التوافق حول الشق الاقتصادي؟ بالنسبة للقضية تاع الغاز نزيد نكرر على هذا الشيء، الجزائر ما عندهاش وسائل باش تنتج الغاز لكل اوروبا. يا با لي زانفستيسمون، ما داروش اللي لازم كانت تندار باش تدخل بقوه في السوق الغازي. اذا هذا ماشي سي با ان بروبليم، هذا ماشي مشكل بالنسبه للعلاقات بين فرنسا والجزائر. فيما يخص العلاقات بين الجزائر وروسيا، هذا الشيء ماشي سي با نوفو، قضيه قديمه من 62 اليوم. الجزائر كانت يقولوا احنا نون الينيين، يعني غير اوني با اليني، مي كل واحد على باله باللي العلاقات بين الجزائر وموسكو كانت عسكريه، امنيه، اقتصاديه في بعض الاحيان، علاقات معروفه. دونك فرنسا ما تدخلش روحها في الاختيار جيو استراتيجي تاع الجزائر. كل واحد عنده نظره، عنده موقف. سي با نوفو، هذا الشيء ماشي جديد، يعني باش يعقد العلاقات بين الجزائر وفرنسا. لا الشيء اللي كان مرمد العلاقات بين الجزائر وفرنسا القضيه هذه تاع التاريخ. انا ما شكيتش باللي اللجنه هذه اللي اسسوها بين مؤرخين جزائريين وفرنسيين يسيبوا حل، قال نبنيو فكر واحد. ما قدروش نبنيو فكر، وقع حرب بين الجزائر وفرنسا. ملف الذاكره، مؤرخين يقدروا يعملوا، يبدلوا الوثائق، يتعاونوا، ولكن النظره ولا موقف جزائري امام حرب التحرير ما يقدرش يكون كما موقف مواطن فرنسي في وقت حرب التحرير. سي با بوسيبل. هذه كل واحد حر باش يبني نظره تاريخيه على حرب التحرير. ممكن نبني نظره جديده باش نقابلوا المستقبل.
في شفافية، في ربما في أخوة، إذا قدرت نقول هذا الشيء. ولكن العلاقات بين الجزائر وفرنسا حاليا بالنسبة لباريس قال حنا ماذا بيا نخرجوا العناصر السياسية باش نبقاو في الميدان اقتصادي فقط. Monsieur Sadi, justement, en restant toujours sur le dossier de la mémoire et de l'histoire, comment expliquez-vous qu'un ami de l'Algérie, ça reste un ami de l'Algérie, Monsieur Benjamin Stora, ait subi récemment toutes ces attaques, qu'on soit d'accord, bien entendu, ou pas, sur sa vision de l'histoire? Eh bien, cette attaque, je l'ai suivie, elle m'a profondément attristé, parce qu'on l'a renvoyé en réalité, parlons clairement, à ses origines juives. C'est une attaque antisémite qui n'honore pas leurs auteurs. Moi, j'ai le souvenir de patriotes algériens dans les années 40, où, lorsque Vichy avait décidé de confisquer les biens de la communauté juive en Algérie, les nationalistes algériens avaient demandé aux militants de ne pas acheter à vil prix le bien des Juifs. Donc, il y a eu quand même des moments où les Algériens, où les militants, ou le nationalisme algérien, tout en défendant des positions sans concession pour l'indépendance, ne sont pas tombés dans des questions, dans des positions xénophobes. Je le dis d'autant plus volontairement que je ne suis pas du tout un adepte des approches historiques de M. Benjamin Stora. Lorsqu'il a demandé à François Hollande, qui était venu en visite en Algérie, de faire applaudir Messali à l'Assemblée nationale, j'ai vécu ça comme une meurtrissure. C'est une forme de viol de la conscience algérienne. Ce n'est pas M. Benjamin Stora de venir nous dire autour de quelle personne, autour de quel événement, autour de quelle figure doit se construire la conscience algérienne. Donc je suis très à l'aise pour critiquer les approches de M. Benjamin Stora, qui veut préempter, qui se pose comme tuteur de la mémoire algérienne. Mais on peut l'attaquer sur le fond, mais l'attaquer sur ses origines juives est une indécence. Et je suis assez attristé qu'il n'y ait pas des Algériens qui soient élevés contre cette attaque, tout en contestant la manière avec laquelle M. Benjamin Stora s'immisce dans la manière dont doivent construire leur mémoire nos compatriotes. Et puis j'en profite, puisque vous me donnez l'occasion, il y a une grande confusion. Les gens confondent histoire et mémoire. L'histoire, c'est l'étude du passé. Ça demande des documents, ça demande une expertise, ça demande un savoir-faire, et ça demande des investigations qui doivent après être soumises à débat critique. Ça, c'est l'histoire. La mémoire, c'est la manière dont les uns et les autres enregistrent dans leur inconscient ou dans leur conscience collective une épreuve, une phase historique. Ça, c'est subjectif. C'est pour ça que je disais à votre confrère, nous ne pouvons pas avoir le même ressenti de la guerre de libération. Un Algérien ne peut pas ressentir de la même manière la guerre de libération qu'un Français. Un Allemand et un Français n'ont pas le même ressenti de la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'empêche pas de regarder l'avenir. Mais on ne peut pas construire une mémoire commune. La commission Hadia qui prétend construire une mémoire commune, je ne sais pas ce que veut dire construire une mémoire commune. C'est vain et ça n'aboutirait pas. Oui, on peut travailler ensemble pour clarifier l'histoire, mais la conscience appartient à chaque peuple. Et ce n'est pas M. Benjamin Stora de nous dire autour de quelle personne nous devons construire notre nationalisme, nos références, nos ambitions. C'est à nous à trouver les événements, les acteurs, les fêtes autour desquels nous devons construire la vision de notre nation. Mais cette attaque est très inquiétante sur le virage que prend le régime algérien actuellement dans la surenchère, le surinvestissement du panarabisme, le surinvestissement de la religion. Le ministère du Commerce n'a rien d'autre à faire que d'interdire les couleurs arc-en-ciel, que
que de dire que c'est à une institution religieuse de savoir quels sont les produits alimentaires qui doivent être, de labelliser les produits alimentaires qui doivent être importés de Paris, de France. Ça donne une idée de la dérive dans laquelle le régime est en train de s'abîmer. La surenchère religieuse est un signe des intentions, des objectifs vers lesquels le régime se dirige. Et c'est assez inquiétant parce que ce ne sont même plus les islamistes qui font de la surenchère religieuse, c'est l'État. C'est l'État lui-même. Saïd Bodor, encore une question? Oui, في نفس السياق نقطة مهمة. رجعنا بالحديث إلى الإسلاميين وإسلام الدولة أو الإسلاموية، وتكلمنا كذلك على المساهمة تاع السفير زافي دريونكور. حتى هو تكلم على وجود في مقاله وفي مساهمته في الفيغارو على وجود عداء لفرنسا، وقال لأول مرة يقول على أن هذا العداء اتجاه الجمهورية الفرنسية يأتي من جانبين. أولا الجيش، اتهم الجيش بالوقوف وراء هذا العداء المكرس في المجتمع، واتهم كذلك الإسلاميين. احنا ربما غدا ستكون 12 جونفي الذكرى تاع وقف المسار الانتخابي، بمعنى الأمور سياسيا متداخلة إلى أبعد الحدود. في اعتقادك على الهجمة الأولى تاع الرئيس الفرنسي حول الجيش زاد وضحها أكثر السفير حول موقفه من الإسلام أو ما يسمى بالجيش في عقيدته، أشار إلى وجود نفس العقيدة بالنسبة عند الإسلاميين وعند الجيش، وهي العداء لفرنسا. تحليلك حول هذه المقاربات وهذه التقاربات، ونحن على عشية غدا الذكرى 31 لوقف المسار الانتخابي، مواقفك معروفة لكن أريد أن أسمع لك تحليلا في هذا الشق. بالنسبة للقضية تاع الموقف المسار الانتخابي، إذا دخلنا في هذا الموضوع ما تفراش. أنا أعطيت رأيي. نهار وين طاحت نتائج تاع الدور الأول، أنا قلت لازم يكون الدور الثاني، وهذا الشيء قلت له في الجورنال دي 20 تاع لا راديو شين 3. مازال أدير لا سي لو جورنال دي 20. ولكن كي دخلت الجزائر سمعت باللي من الفوق التعددية تتنحى، الدستور يلغى، الأحزاب السياسية ديمقراطية يتنحاو، قلت حبس. إذا حبيت نهضروا على الموقف على المسار الانتخابي أنا موجود، أنا مستعد. ولكن بالنسبة للموقف تاع زافيي ديريونكور سي ان ديبلومات، سفير دار ماذا وقيل في 2013 2017 مادتين جا مرتين في الجزائر، يعرف الميدان الجزائري، أعطى رأيه. قال في الجزائر السلطة اللي تسير البلاد هي الجيش. هذا رأي مقبول، نقبله ولا نرفضه. الرأي تاع الناس، تاع الشخص اللي دار ملاحظة على حساب الشيء اللي عاشوه في الجزائر. بالنسبة للأصوليين حاليا في فرنسا ولا في الغرب بصفة عامة، في أوروبا خاصة، الأصوليين مشكل، ولكن فيه غلطة بالنسبة بعض الملاحظين في أوروبا، يخلطوا بين مسلم وأصولي ولا إسلاماوي. هذا علاش؟ يعني أنا ما فهمتش باللي كي يتكلم أجنبي على بلادنا بعض الناس تقول هذا الشيء نفهمه احنا كإرادة في تدخل الملفات الداخلية في الحياة السياسية. لا، احنا رانا نهضروا على فرنسا، نهضروا على أمريكا، نهضروا على، قلت لي باللي الجزائر راهي عندها دور في مالي مثلا. لازم نكونوا واعيين، ولكن لازم ثاني نكونوا لازم نكونوا
ادولت لازم نكونوا شويه الناس تهضر علينا كيما نحن نهضروا على الناس بلدان اخرى سي تو جاوبوا هضر في الجريده روح اكتب انت ثاني في الجريده ولكن ما فاكريو سكوندال ما طلعش للسماء كل مره يجي مسؤول اجنبي يهضر على بلادنا. Mais justement, cette hypersensibilité par rapport et cette façon parfois de se regarder dans le regard de l'autre, et ça entraîne à chaque fois des polémiques, à chaque fois qu'un étranger, entre guillemets, donne son avis par rapport à la situation. Est-ce que ce n'est pas entretenu justement localement en faisant du commerce, de l'histoire, de la mémoire, afin de quelque part d'acquérir un peu de légitimité, parce que on n'arrive pas à trouver des propositions pour regarder en avant et nous sommes tout le temps scotchés sur notre rétroviseur. Alors il y a deux choses. La première, c'est effectivement la volonté d'appeler à la main de l'étranger à chaque fois qu'il y a un problème à l'intérieur du pays. C'est une manière pour tous les régimes, il n'y a pas que le régime algérien, hein, tous les régimes autoritaires, tous les régimes despotiques n'acceptent pas l'évaluation de leur bilan. Donc, à chaque échec, à chaque problème, c'est nécessairement des gens qui sont jaloux. Toujours la faute de l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. Effectivement, c'est facile, mais c'est une réaction générale. Maintenant, pour ce qui est de la relation, notamment algéro-française de manière plus particulière, je ne suis pas sûr. J'espère que nos dirigeants vont finir par sortir de ces diversions qui sont mal faites, parce qu'on voit aussi l'affaiblissement de l'État algérien à travers la manière dont ils construisent leur propagande. Moi, je suis un peu plus âgé que vous. Je vous garantis que lorsque Boumediene montait une opération de diversion, c'était autrement mieux fait que le dossier de Radio M. C'est pathétique la manière avec laquelle c'est des bras cassés, c'est des branquignoles qui ont essayé de monter la provocation contre Radio M. Je voudrais simplement, j'espère que les dirigeants vont finir par comprendre qu'il y a des pratiques qui sont hors d'époque, qui ne touchent même pas les Algériens. Ils peuvent toucher leur clientèle, ils peuvent mobiliser les mouches électroniques, mais ça n'a absolument aucun effet sur la jeunesse notamment. Les énergies qu'ils ont mis à diaboliser toute relation avec la France, les programmes scolaires. Moi, j'ai 4 enfants, ils ont fait leurs études primaires et secondaires en Algérie, donc je connais un peu les programmes du système éducatif algérien. C'est de la xénophobie, c'est la culture de la rancœur, de la haine, de la frustration contre la période, contre la France. Et quand vous voyez l'effet sur la jeunesse, les gens préfèrent prendre le risque de mourir dans une barque, mais ils vont chez ceux qu'on leur a appris à détester. Quel échec! Quel échec! Ils devraient savoir que ça n'est pas efficace. Lorsque nous avons soulevé la question de l'identité nationale, alors d'ailleurs on parle actuellement, on parle de l'authenticité, etc. Mais pour le régime, l'authenticité, c'est d'aller vers l'Orient. Non, pour moi, l'authenticité, c'est le socle amazigh avec tout ce qui est venu se sédimenter dans notre histoire. Eh bien, malgré la scolarisation, malgré la falsification de l'histoire, les jeunes, ils sont en train, dans tous les pays d'Afrique du Nord d'ailleurs, de porter l'emblème amazigh. Lorsque vous voyez la diatribe et les responsabilités sont partagées, que ce soit entre les forces conservatrices algériennes ou les forces conservatrices marocaines, pour essayer d'entretenir une tension permanente entre les deux pays. Ben, vous avez suivi la jeunesse algérienne, comment ils ont soutenu le Maroc. Et lorsque l'Algérie était qualifiée, c'est la jeunesse marocaine qui soutenait l'équipe algérienne. Pourquoi je dis ça? Je dis ça pour dire aux dirigeants que vos diversions ne sont pas opérationnelles dans la jeunesse que vous êtes censés avoir conditionnée. Donc, il faut peut-être essayer d'ouvrir les yeux. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe. Il faut garder son calme. Il faut arrêter de réagir par la peur et la panique. La panique, ça n'a jamais donné de bonnes solutions. Et que pour une fois, on discute sereinement, tranquillement, des problèmes qui se posent à notre pays. Nous sommes tous des Algériens. Nous avons tous le droit de donner notre avis sur notre pays. Ce n'est pas
en fermant des journaux. À chaque fois qu'un média est fermé, c'est une bougie qui s'éteint dans le tunnel algérien. Ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Cela étant dit, ce n'est pas, encore une fois, la crise n'est pas à mettre sur le dos d'une personne ou d'un parti. Nous devons tous apprendre à nous remettre en question, apprendre à débattre. Et dans la conjoncture actuelle, moi, je pense qu'il ne faut pas trop demander aux militants qui sont sur le terrain en Algérie. Alors, j'entends certaines personnes dire qu'on a le pouvoir qu'on mérite. Si le pouvoir algérien est ce qu'il est, c'est parce que les Algériens n'ont rien fait. C'est facile à dire. Lorsque pour un tweet, vous vous retrouvez en prison pour 18 mois ou 2 mois de prison, vous ne pouvez pas trop non plus demander aux gens d'être suicidaires. Je pense que la séquence historique actuelle, celle que nous vivons aujourd'hui, exige de la diaspora de prendre le relais. Vous savez, dans l'histoire algérienne, la diaspora algérienne a toujours joué un moment, une fonction essentielle. Soit elle est une source d'inspiration pour l'élite démocratique, soit elle est un relais. Après le 19e siècle, excusez-moi de prendre un peu de temps là-dessus, lorsque les révoltes de 1871, des Achats, des Ouled Sidi Cheikh ont été écrasés dans le sang, tout était fermé, il n'y avait plus d'espoir. C'est les émigrés de la classe ouvrière des années 20 qui ont inspiré l'idée de l'indépendance. C'est dans l'immigration, en 1926, qu'est née l'idée de l'indépendance. L'immigration était une source. Par la suite, ils ont réussi à faire partager cette ambition, cette espérance à la collectivité nationale qui s'est enracinée dans le pays, et l'immigration est devenue le soutien des luttes démocratiques, des luttes pour l'indépendance menées en Algérie. Ça s'est vérifié à travers la Fédération de France du FLN. Après l'indépendance, les militants, quand nous étions en prison, c'était aussi l'immigration qui s'était mobilisée pour nous, mais en relayant le combat mené sur le terrain. Aujourd'hui, tout est fermé. Tout est fermé. C'est une séquence où la diaspora a une responsabilité. Elle peut, à mon avis, elle doit être une source d'inspiration des luttes démocratiques en Algérie. C'est la meilleure réponse à opposer à ces diversions du pouvoir qui invoquent l'étranger, qui invoquent la main de l'étranger, etc., etc. Et ces Algériens, Monsieur Saïd Sadi, qui n'arrivent pas à rentrer au pays, ou alors quand ils rentrent, ils se retrouvent parfois emmenés à partir de l'aéroport au niveau des postes de police, et tous ceux également qui n'arrivent pas à voyager et à quitter le territoire pour y revenir, vous le vivez comment? Enfin, la diaspora déjà le vit comment ailleurs? C'est pas vraiment nouveau. Dans les années 70 aussi, lorsque quelqu'un avait un petit tract ou voulait ramener une revue clandestine, à l'époque il y avait le Jarida du Père, etc., on l'empêchait de sortir pour terroriser l'immigration d'agir, d'activer. On est en train d'essayer de déterrer ces pratiques pour intimider la communauté immigrée, pour l'empêcher de s'organiser, pour l'empêcher de manifester. Parce que le pouvoir algérien, il s'en fout un peu de l'opinion interne, mais il a très peur de l'opinion internationale. Sa visibilité internationale dépend de la condescendance, de la compréhension ou de la complicité que lui accordent ou non les grandes puissances. Donc, si l'immigration bouge sur la scène internationale, le régime algérien n'est pas très bon. Alors, il crée des situations, il crée des actes répressifs qui doivent dissuader les gens. Quand vous savez que vous ne pouvez pas rentrer pour voir votre père ou votre mère ou votre frère malade, eh bien, vous réfléchissez à 2 fois avant de bouger. Donc, ces pratiques des années 70 sont remises au goût du jour. Je pense que c'est une erreur. Je pense que la nostalgie du boumdienisme qui anime les dirigeants actuels est une erreur. Pourquoi? D'abord, la société algérienne d'aujourd'hui n'est pas celle des années 70. Ensuite, la révolution numérique est passée par là. Ensuite, il n'y a pas dans le système politique algérien un homme comme Boumediene capable de mettre tout le monde au pas et d'imposer un point de vue, d'avoir une politique répressive mais cohérente. Là, on voit que ça passe dans tous les sens. L'affaire de Radio M est exemplaire. On a l'impression qu'ils ont provoqué un acte répressif et que maintenant ils ont une patate chaude dans les mains, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment se dépêtrer d'un problème qu'ils ont eux-mêmes créé. Donc, la tentation de refaire ce qu'a fait Boumediene dans les années 70 est une mauvaise chose. Nous sommes une nouvelle ère
il y a de nouvelles géopolitiques, il y a une nouvelle génération, il y a de nouvelles ambitions, il y a de nouvelles technologies. Il faut absolument apprendre à composer avec le temps présent. Le déni ou la fuite de réel, ça n'a jamais apporté des solutions à une crise politique. Tout à fait, je vous confirme ça d'ailleurs. C'est une loi qui a été déterrée de 1977 qui a été remise au goût du jour afin d'attaquer Radio M. ربما سؤال أخير سعيد بودول, c'est vrai que c'est un plaisir de débattre, mais à un moment, il va falloir qu'on laisse Monsieur Saadi se reposer. Allez-y. عندي سؤال وعندي فضول. الفضول الأول في un peu curieux لأنه جرت العادة على أنه السلطة في الجزائر أول ما يروح تبون وراه جاي لفرنسا حسب الإعلان نتاعو يلتقي مع الجالية الجزائرية. وأنت تكلمت على الدور تاع الدياسبورا. الفضول نتاعي ربما في يوم من الأيام ربما قد تقرر رئاسة الجمهورية أو الرئيس تبون على أنه يوجه لك الدعوة كشخصية سياسية لمناقشة الوضع مثلا سواء في الخارج أو في الداخل. سؤالي ببساطة, هل ستقبل الدعوة نعم أو لا؟ لا, ما نقولش الدعوة. لماذا؟ أنا قلت نتلاقاو. علاش؟ في الأول في وقت بوتفليقة درنا تجربة, درنا شروط, قلت ندخلوا في الحكومة, ولكن بالنسبة لنا لازم الملف تاع لا ريفورم دو ليتا تاع الدولة, تاع النظام التربوي, تاع العدالة يكونوا في البرنامج تاع الحكومة. قال نعم, ومن هذاك النهار هرب على كلامه. خرجنا في الحكومة على بعد الشيء اللي وقع في 2001 في منطقة القبائل. يعني الحل في إطار نظام ماشي كيفاش يكون. لو كان نسمع عبد المجيد تبون, نعرفه أنا شخصيا, يعني شفت بروبليم بيرسونيل مع سي با سا بروبليم. لو كان يقول لحقنا المرحلة التاريخية وين لازم تكون مرحلة انتقالية, لازم يكون حوار وطني باش نخرجوا من هذا النظام, باش نأسسوا مساحة سياسية نضمنوا النظام الديمقراطي. هذا الشيء ممكن, ولكن حاليا يقول لك أرواح ساعدني باش نبني الجزائر الجديدة. الجزائر الجديدة وشنو هي؟ الجزائر وين الصحفي ولا مواطن بسيط يروح الحبس لأن أعطى رأيه في فيسبوك ولا في تويتر إلى آخره. سي با سيريو, سي با كوم سا, y a pas de solution à l'intérieur du système. Justement, à propos de solutions, Monsieur Saadi, que préconisez-vous aujourd'hui comme solution à cette crise politique que vit le pays? Eh bien, continuez à faire ce que nous sommes en train de faire, vous de votre côté avec la mesure de vos moyens. Vous voyez, on vous a fermé la radio, ben, vous avez trouvé les ressources, la générosité, l'intelligence de faire face. Nous, à l'époque de la clandestinité, avec une Euronéo, nous avons produit pendant des années une revue Tefsout qui était d'une qualité exemplaire. Donc, il faut faire, c'est une période difficile. Elle ne va pas durer parce qu'à mon avis, c'est intenable pour eux. Et ils n'ont pas autant d'argent qu'ils prétendent, vous en faites pas. Et puis l'argent ne fait pas tout. Mais je dis que la diaspora algérienne, dans la séquence particulière que nous vivons aujourd'hui, c'est à la diaspora algérienne, de faire un bilan des luttes politiques de notre pays, sans polémique, sans personnaliser les choses. Nous sommes tous responsables de ce qui est arrivé, de dire quels sont les véritables blocages de la nation. Moi, ma religion est faite, j'ai ma réponse, tant que la question de la nation. Qui sommes-nous? D'où venons? Autour de quoi? Quels sont les référents qui doivent nous permettre de construire la nation n'est pas posée, nous n'irons nulle part. Et ça, il y a plus de marge de manœuvre. Beaucoup, pas l'essentiel, mais beaucoup d'intellectuels et de cadres sont aujourd'hui dans la diaspora. Rien ne les empêche de s'exprimer, de s'organiser, de se rencontrer, mais on ne peut pas demander aux militants qui sont sur le terrain, qui ont déjà payé un lourd tribut, d'affronter une justice qui est devenue folle. Vous imaginez, j'ai bien suivi l'affaire l'Arba'ana Tiratin. Ce qui s'est passé là-bas, c'est indicible, c'est l'horreur absolue. C'est le père qui a empêché une situation de dégénérer. Mais enfin, la réponse à cette affaire, nous ne l'avons pas.
Nous ne l'avons pas. J'ai lu la déclaration de l'avocate de la partie civile qui a très justement dit, nous ne savons pas comment, qu'est-ce qui a fait que un jeune qui était dans un fourgon cellulaire de la police s'est retrouvé dans une foule en furie. 49 condamnations à mort. C'est comme ça. C'est pour occulter l'hypothèse légitime, le soupçon légitime de la manipulation des services. Je vous rappelle qu'à Nuremberg, qui a été le premier procès lancé contre le nazisme, il y a eu 12 condamnations à mort. Procès du nazisme. Alors, on ne peut pas demander aux militants qui sont sur le terrain d'affronter une justice comme celle-là. Nous sommes un peuple qui a de grandes traditions, qui a su composer avec toutes les crises, toutes les invasions, et nous sommes encore là, avec notre âme amazir, nous avons absorbé l'islam, nous avons absorbé l'arabe, nous avons absorbé le français. J'en profite pour dire qu'il faut arrêter d'être complexé sur cette question de la langue française. Ça fait partie de notre personnalité, comme la langue amazigh, comme la langue arabe. Drioncourt, je vais vous dire pourquoi beaucoup lui en veulent. Je l'ai discuté avec lui. Il m'a dit, je suis triste de voir vos dirigeants pérorer matin, midi et soir contre la langue et la culture française et venir me supplier de leur inscrire ou d'intervenir pour inscrire un des leurs au lycée français. Alors je reviens, il faut poser la question nationale pour qu'on fait les institutions traitent nos problèmes sur la base de nos histoires, de notre sociologie, de nos problèmes, de nos besoins. Sinon, nous allons vivre ce qui se passe encore aujourd'hui, et je n'accuse pas les individus, c'est-à-dire qu'il y a une affirmation d'une nation virtuelle et la réalité de la décision politique est gérée par la structure clanique ou régionaliste, et ça ne mène pas très loin. Monsieur Saadi, merci infiniment. Et pour finir sur une note positive, comme quoi les combats finissent toujours par payer, je tiens à vous souhaiter, demain en Algérie est une journée fériée. Donc, bonne année à vous, bonne année à tous les Algériens, bonne année à tous les Nord-Africains. Et pour une paix, une bonne année cette année. Et on espère la paix dans le Nord-Africain et j'espère dans le monde. Merci infiniment, Monsieur Saadi, d'avoir été des nôtres ce soir. Merci, Saïd Boudour, merci infiniment. À très bientôt. Bon courage. Bon courage.